Bonjour à tous, bienvenue pour cette session avec la Safe Team Academy. J'introduis Guillaume et Frédéric aujourd'hui qui vont vous présenter cette première session, premier module de 3 modules. Vous êtes tous en off avec vos micros parce qu'on attend du monde, on est déjà une cinquantaine, voire plus. Donc l'idée, c'est que Guillaume et Frédéric vont vous faire leur présentation. Vous avez une chat box, une box de conversation en bas de vos écrans et vos souris. Vous pouvez l'ouvrir. C'est une boîte qui s'appelle Converser et vous pouvez poser vos questions dans cette boîte au fur et à mesure de la présentation. Et Guillaume et Frédéric, à la fin de leur présentation, reprendront vos questions et répondront à toutes les questions, ou en tout cas une majorité. Guillaume et Frédéric, je vous laisse la main. C'est parti, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour le premier module d'une série de 3 volets consacrés successivement au travail en équipe, à la communication et enfin au débriefing en équipe. Nous utiliserons au cours de ces webinaires des exemples issus de retours d'expérience partagés anonymement sur la plateforme Patient Safety Database. La présentation va durer 25 minutes, suivie par une session questions-réponses de 15 minutes, soit un total de 40 minutes. Donc, comme on vous l'a expliqué, vous pouvez poser vos questions dans la chatbox et on les reprendra à la fin de cette session. Donc, tout au long de cette session, n'hésitez pas à poser vos questions. Safe Team Academy, en 2 mots, c'est une plateforme de modules de formation innovants consacrée à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La pandémie du Covid-19 qui nous amène ici a surpris bon nombre d'entre nous, moi le premier. Cette situation, elle est d'autant plus anxiogène que nos ressources thérapeutiques sont finalement assez limitées et qu'aucun traitement curatif ne semble percer pour le moment. L'afflux de patients est massif. Le Covid-19, finalement, nous force, moi en tant qu'anesthésiste et vous peut-être en tant que soignant, à sortir de notre zone de confort et à retourner dans une gestion où la résilience est le maître mot. La fatigue est présente ainsi que le stress d'être contaminé et à son tour malade. Donc, face à cette situation inquiétante, les questions sont nombreuses. Quelles sont les menaces pour l'équipe? Quelles ressources peuvent être mobilisées? Quelles initiatives sont à encourager? Comment préserver les patients, le matériel, mais aussi les acteurs de première ligne? Après une rapide présentation de l'équipe d'intervenants, nous aborderons le concept de travail en équipage tel que pratiqué par les professionnels de l'aviation civile, le travail en équipe en santé et les initiatives rapportées en période de pandémie Covid-19. Alors ça, c'est un petit message, c'est les inconvénients du direct. Je pense que mon coéquipier a un petit souci de diapo. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde et un petit bug, c'est-à-dire qu'on est en train de vous montrer l'avant-dernière version. Donc, je vais corriger cela tout de suite. Vous allez voir l'écran disparaître et la bonne version apparaître dans un instant. Donc là, on fait preuve de résilience, hein, on apprend. Et ce qui est bien, c'est que si vous suivez les 2 modules qui suivront, ces petits inconvénients, on va apprendre, on va avoir des pistes d'amélioration et on pourra ainsi surmonter plus rapidement les difficultés. Donc, juste pour vous accompagner, il est fort probable qu'au cours des minutes à venir, vous repensiez à des situations vécues. Alors, nous vous proposons de les rapporter sur la plateforme Patient Safety Database. C'est anonyme et c'est gratuit. Et puis, lors des modules 2 et 3, nous choisirons les cas rapportés et nous les analyserons ensemble afin de chercher les pistes d'amélioration et aussi partager les idées et solutions innovantes. Voilà, parfait. Donc, moi, je suis Frédéric Martin. Je suis anesthésiste réanimateur et formateur en simulation médicale. Je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume Tirciot, que je vais laisser se présenter. Voilà, donc l'ingé son et vidéo. Bonjour à tous. Donc, Guillaume Tirciot, je suis pilote de ligne, formateur au travail en équipage et auteur du livre « Mieux réussir ensemble ». Donc, lors des autres modules, comme vous pouvez le constater, nous aurons le plaisir d'accueillir Jérôme Cross, qui est anesthésiste réanimateur et auteur du livre, lui également, « Mieux communiquer entre soignants », que vous connaissez probablement. Également François Jolin, qui est cofondateur de la Safe Team Academy et de la Patient Safety Database et qui est aussi anesthésiste réanimateur. Et enfin, Claude Vallot, qui est consultant senior en facteurs humains. Alors,
ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par une introduction. Comment est née la manière dont travaillent les équipages aujourd'hui en aviation civile. La photo que vous voyez là, elle a été prise en 1935. Je vais faire un peu d'histoire. Cet avion, c'était le Boeing 299, un prototype qui, ce jour-là, allait être démontré, allait faire son vol de démonstration devant tout l'état-major américain. C'est pour ça que vous voyez autour de cet avion tous les journalistes qui sont là pour prendre des photos. Et pour assister à ce vol de démonstration, pour la petite histoire, cet avion, bien sûr, avait déjà effectué des dizaines, voire des centaines d'heures de vol en tant que prototype. Et le commandant de bord de cet appareil ce jour-là s'appelait le Major Hill. C'était le pilote d'essai le plus chevronné de l'armée américaine. Et il avait déjà volé, bien sûr, sur cet avion pendant de nombreuses heures. Quelques minutes plus tard, voilà ce qui restait de cet appareil. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, l'enquête a démontré que ce jour-là, le Major Hill avait oublié de réaliser un geste tout bête, un geste technique qu'il avait réalisé au cours de sa carrière avant chaque vol, c'est-à-dire qu'il avait oublié de déverrouiller les commandes de vol de l'avion. C'est un peu comme si vous essayez de conduire votre voiture sans avoir déverrouillé le volant. Et suite à cet accident est née la première checklist en aviation. Elle a été développée en 1936. Et pour la petite histoire, cet avion est devenu le B-17, la forteresse volante, et l'armée américaine en a commandé plus de 13 000 au final. Donc ça, c'était la première étape de l'amélioration de la sécurité en aviation civile. Et puis les années ont passé, il y a eu de plus en plus de trafic aérien, et au cours de la décennie 70 à 80, il y a eu énormément d'accidents, malgré le fait que les avions étaient de plus en plus fiables et les équipages de mieux en mieux formés, grâce notamment aux simulateurs de vol. Les crashs se soutenaient à un rythme, les crashs se suivaient à un rythme soutenu. Et par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de celui-ci. C'était à Tenerife le 27 mars 1977. Et ce jour-là, sur la piste de Los Rodeos, sur un petit terrain de Tenerife, deux Boeing 747 se sont percutés. L'un était au décollage et l'autre remontait la piste dans un épais brouillard. Cet accident a fait 583 morts et il reste aujourd'hui le plus meurtrier de l'aviation civile. Alors, suite à cette série d'accidents, et notamment un autre accident qui a eu lieu en 1978 à Portland aux États-Unis et qui a impliqué la compagnie United Airlines, la NASA, qui faisait partie des enquêtes, s'est un peu posé la question de la raison pour laquelle cette série noire de crash continuait. Et les résultats furent assez surprenants parce que les avions étaient relativement fiables, les équipages bien entraînés au pilotage. Par contre, la conclusion avec laquelle la NASA est venue, c'est que dans 70% des cas, les accidents étaient dus à des dysfonctionnements au sein de l'équipage. Alors, quel genre de dysfonctionnement? On parle de focalisation sur des aléas techniques mineurs, c'est-à-dire que vous avez un avion qui est quasi en état de vol, vous avez une petite panne, dans certains cas, une ampoule qui était grillée et qui a mené l'avion à un crash. On parle de leadership inadéquat. À cette époque-là, les commandants de bord, pour la plupart, étaient autocratiques et ça avait un impact important sur la capacité de coopération d'équipage. On parle d'incapacité à déléguer, à confier les responsabilités, c'est lié au point précédent. Incapacité à établir des priorités, à surveiller les membres d'équipage, c'est-à-dire que les copilotes, le mécanicien navigant, parce que souvent il y avait plus que 2 pilotes à l'époque dans les avions, n'osaient pas intervenir quand ils voyaient le commandant de bord réaliser une action et faire une erreur. Et puis, dernier point qui était relevé, c'est l'incapacité à exploiter des informations disponibles. L'avant-dernier point, pardon, à savoir que dans de nombreuses situations, toutes les informations étaient présentes dans le cockpit ou disponibles à l'extérieur du cockpit, mais l'équipage ne les a pas exploitées. Et dernier point, incapacité à communiquer les intentions et la stratégie, donc avoir un objectif commun. Alors, fort de ce rapport, de ce diagnostic, le remède qui a été proposé a été, pour United Airlines, de développer des formations spécifiques aux pilotes et aux mécaniciens navigants, initialement, qui se sont appelées Cockpit Resource Management. Depuis lors, ces formations
incluent et font participer activement tout le personnel de cabine, les hôtesses et les stewards, parce que ce sont des professionnels de l'aérien également. Ils ont l'habitude de passer beaucoup de temps dans les avions et un bruit suspect, une odeur suspecte doit les faire réagir et contacter l'équipage et le commandant de bord sans hésitation. Et donc, ces formations, aujourd'hui, sont données à tous les pilotes à raison de plusieurs fois par an. C'est une formation continue et qui a lieu à la fois en salle, qui a lieu à la fois en collaboration avec les membres d'équipage de cabine et qui a lieu lorsque nous avons des séances de simulateurs de vol. Nous sommes au simulateur au moins 4 fois par an pour des séances de 4 heures. La majorité des compétences qui sont évaluées lorsque l'instructeur, l'évaluateur observe l'équipage en action sont des compétences appelées non techniques, donc les compétences qui sont liées au CRM, au Crew Resource Management, c'est-à-dire la gestion des ressources de l'équipage. Alors, quelles ont été les conséquences de ces formations? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une enquête qui a été menée à l'époque auprès de 28 000 pilotes et les retours des pilotes quant aux formations en elles-mêmes étaient excellents. Et puis, si on regarde l'évolution du nombre de décès par rapport au nombre de vols entre 1970 et aujourd'hui, on voit que avec un nombre de milliards de passagers transportés en verre qui explose, alors qu'il est un peu en train de rediminuer ces derniers mois, le nombre de décès continue de manière relativement progressive à diminuer. Alors, quelles sont les thématiques de ces fameuses formations au Crew Resource Management? Je vous les présente ici en vrac. On parle de gestion des limites, gestion du stress et de la fatigue. Donc là, on est plutôt sur la performance individuelle. Et puis, tout le reste concerne l'équipe. Leadership, communication, gestion de la charge de travail, conscience de la situation, prise de décision, gestion des automatismes, donc utilisation de l'équipement et résilience. Aujourd'hui, j'interviens dans pas mal de domaines, notamment le nucléaire, le ferroviaire, la santé. Toutes ces thématiques ont été reprises et d'ailleurs, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner quelques informations sur la manière dont le secteur des soins s'est approprié ces thématiques? Oui, tu vas me montrer la petite diapo qui va avec. Donc, en santé, il y a David Gaba, qui est l'auteur de nombreux travaux et qui est l'un des premiers médecins à s'être intéressé à la simulation ainsi qu'au travail en équipe et au CRM, qu'il a transformé en Crisis Resource Management et non plus Crew Resource Management. Sa pratique de pilote d'avion privé a été probablement un élément déclencheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de crise n'a jamais été mentionnée en aviation. Ici, vous avez l'acronyme GRSC, c'est gestion des risques en situation de crise, gestion des ressources en situation de crise. CRM, il n'y a pas cette notion de crise en aviation. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes de manière récurrente qui, lorsqu'ils suivaient des formations que j'ai données, m'ont posé la question est-ce qu'il y a moyen d'avoir un module complémentaire de Crisis Resource Management, de gestion de crise? Alors, ma réponse est toujours la même, c'est que pour bien fonctionner en situation de crise, il faut d'abord apprendre en situation normale à bien fonctionner. Ça s'apprend, ça passe, comme je vous l'ai montré avant, par des formations en salle de classe, ça passe par de la pratique au simulateur, idéalement. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau de compétences, au niveau de ces compétences non techniques, dans des situations normales, vous pouvez espérer qu'il en reste un niveau suffisant une fois que vous vous retrouvez dans une situation de crise. Alors, Fred, d'ailleurs, il me semble que tu vas nous présenter un cas qui reprend plusieurs de ces compétences et qui a été rapporté à la plateforme. Oui, tout à fait. Donc, en effet, nous venons de publier sur un cas issu de la Patient Safety Database, donc, qui a été publié dans la newsletter 15, une série de témoignages très intéressants de soignants, pharmaciens administratifs qui ont utilisé des outils et adapté des procédures à ce nouvel environnement qui était sortir de sa zone de confort. Alors, dans un cas, c'est le cas que je vous ai noté ici, dans un cas, une unité de salle de réveil avec des infirmières non habituées finalement à la pratique de la réanimation, des infirmières de bloc opératoire pour la Belgique, l'équivalent d'infirmières circulantes, s'apprêtent à accueillir leur premier patient atteint d'un Covid. C'est une salle de réveil qui s'est transformée, comme pour beaucoup d'établissements, en réanimation qu'on va qualifier d'éphémère.
Et c'est plutôt inhabituel qu'une salle de réveil accueille des SAMU dans une pratique courante d'un établissement secondaire, on va dire. Il était prévu une simulation d'accueil à la demande des infirmières, mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu. Et à la place, pris par le temps, le médecin finalement a improvisé un briefing et on va noter dans ce qu'il nous rapporte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont issus du CRM et donc qui sont présents. Alors en premier lieu, la première des choses, et ça on retrouve ça dans des briefings ou même des briefings en simulation en santé, il y a déjà évacué le stress, les émotions. Il a verbalisé, tacitement, on voit ici désigner un leader. Il s'est imposé comme leader. Il a verbalisé son stress, puis a fait un tour de table des compétences en demandant à chacun de se présenter parce que les équipes étaient recomposées. Ensuite, il a planifié l'accueil, réparti les rôles et nommé une personne en charge finalement de la partie la plus cruciale finalement du transfert du patient de l'accueil. C'est au moment où un patient, par exemple, intubé, risque d'être extubé, on risque d'arracher des cathéters. Donc, il a donné la responsabilité à une personne de surveiller toute cette période. Et il a demandé à la fin s'il y avait des questions. Et puis, ce qui est amusant, c'est, d'ailleurs, ça a été repris récemment dans Ton nom, ton calot, mais il y a aussi le Théâtre Cap Challenge qui est repris régulièrement. Ils ont noté sur leur blouse, parce que c'est très difficile avec les équipements de protection individuelle d'identifier qui est qui. Ils ont noté sur leur blouse avec un sparadrap leur nom, leur prénom. Et voilà. Donc, cette étape, elle a été cruciale car elle pose les règles, la bienveillance et finalement une philosophie générale qui est nécessaire, surtout quand on est sous le feu de l'émotion, le stress, de découvrir une nouvelle activité. Nous sommes sur le même bateau et on a besoin des compétences de tous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas suivi ou assisté à des formations de simulation en santé ou si vous souhaitez en savoir plus, la HAS a créé des mémos pour le briefing et le débriefing qui sont très bien faits. Après, à vous de vous les approprier, à vous de les jouer finalement avec vos équipes et à vous de créer votre propre modèle. Mais Guillaume, dis-moi, je crois que le briefing, là aussi, ça vient de l'aviation. Alors, je ne sais pas si le briefing vient de l'aviation, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un élément qui est aujourd'hui utilisé quotidiennement et plusieurs fois au cours de chaque mission. Et au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, ce que je vous propose ici, c'est un peu ce que j'appelle une briefing card, c'est-à-dire comment est-ce que moi qui veux mener un briefing avec mon équipe, je vais pouvoir me raccrocher à une structure simple pour pouvoir me lancer la première fois. On parlait de sortir de sa zone de confort, ça en fait partie également. Alors, la première chose, c'est que l'objectif du briefing, c'est de fédérer l'équipe autour d'un objectif commun. C'est crucial parce qu'on voit souvent dans différents domaines des missions, des actions qui se déroulent mal simplement parce que tout le monde n'était pas complètement raccord sur ce qu'il fallait faire parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Alors, ce que je vous propose ici, et je vous encourage vivement sur base notamment du document HAS et puis de vos préférences à construire votre propre document avec votre équipe, mais ce que moi j'ai pour l'habitude de faire avec mon équipe, quand je parle de l'aviation, c'est d'abord d'identifier les personnes et leurs compétences. Je ne vole pas toujours avec les mêmes pilotes. Je travaille dans une compagnie dans laquelle il y a 4400 pilotes. La probabilité de voler 2 fois, on va dire, dans la même année avec le même pilote, elle est quasi nulle. Et donc, identifier les compétences, dans ce cas-là, ce sera, tiens, est-ce que tu es déjà allé à la destination vers laquelle on va aujourd'hui? Parce que ça va avoir une influence sur le fait qu'il va pouvoir me donner des informations récentes sur ce terrain ou pas. Dans votre cas, j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'il y avait énormément de monde qui avait été remobilisé, des équipes qui étaient reconstituées. Et donc, comme le disait Frédéric, il est important d'une part de savoir qui est là. Alors, pour la petite histoire, dans un avion, quel que soit l'âge et le gradient, enfin le grade, je vais dire, instructeur ou chef pilote du commandant de bord, tout le monde se tutoie, même la petite hôtesse qui a deux semaines de boîte. L'idée, c'est que ça libère plus facilement la parole si à un moment donné, on pense qu'il faut qu'on s'exprime. Et puis, au niveau des compétences, c'est important que vous puissiez identifier sur quelle personne vous allez pouvoir vous appuyer dans le cadre de l'acte que vous allez devoir poser. Ensuite, l'idée, c'est de discuter qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc là, c'est partager l'objectif commun.
qui va faire quoi et comment. Est-ce que tout le monde est bien raccord là-dessus? Et puis, dans la plupart des situations, il existe un risque. On ne va pas évaluer tous les risques, on ne va pas passer tous les risques en revue parce qu'on pourrait y passer la journée, mais on essaye d'identifier le risque le plus important, le plus problématique, et à ce moment-là, on va envisager un plan B. Et de nouveau, on va répartir les rôles et les responsabilités. Qui ferait quoi et comment si jamais ce risque venait à se manifester? Et puis, un élément important du briefing, c'est de demander à tout le monde s'il a bien compris, permettre à tout le monde de poser des questions et de faire éventuellement des remarques, des suggestions. Et puis, on passe à la partie plus facteur humain du briefing, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis OK d'y aller? Est-ce que vous êtes OK d'y aller? Est-ce que je ne suis pas trop stressé? Est-ce que je ne suis pas trop fatigué? Est-ce que je n'ai pas trop faim? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'on prenne un moment pour se poser et décaler de 5-10 minutes ce qu'on va devoir réaliser maintenant? Et donc, décider ensemble si on est go ou no go, une fois que tout le monde a bien compris, pour réaliser cette action. Et le principe, c'est un peu ce qui a été verbalisé comme étant 10 for 10 chez les anglo-saxons, donc 10 pour 10, 10 secondes investies pour 10 minutes de gagner. Un briefing de 30 secondes, ça ne vous fera pas systématiquement gagner 30 minutes, mais si le briefing permet de vraiment accorder ses violons et de pointer quelque chose qui n'avait pas tout à fait été compris par toute l'équipe, ça permettra potentiellement de vous en faire gagner beaucoup plus. Alors, Fred va vous proposer une autre façon de procéder dans ce contexte de Covid-19 qui a également été rapporté sur la plateforme de la Patient Safety Database. Merci Guillaume. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent que ce type de réunion, c'est chronophage, qu'organiser un débriefing, ça peut paraître illusoire, voire une perte de temps parce qu'il est urgent d'agir, il est urgent de faire. Et le cas que je vais vous présenter est intéressant pour ça parce qu'il s'agit finalement de la suite. C'est un cas qu'on avait séparé en deux et on l'a repris là. Il s'agit de la suite de la déclaration du précédent cas. Et donc, on s'était arrêté à l'accueil du premier patient. Quelques heures plus tard, l'équipe de nuit est arrivée. Donc, il y a une équipe qui va s'en aller et une équipe qui arrive. Plutôt que d'organiser un débriefing puis un briefing, les équipes n'ayant pas l'habitude, ils ont organisé, finalement, c'est improvisé probablement sous l'influence du leader, visiblement qui avait une culture de sécurité bien ancrée. Ils ont organisé le débriefing avec l'équipe, prenant la suite et permettant ainsi de mettre en avant les points positifs qui avaient été soulignés lors de la vacation précédente et partager ainsi les axes d'amélioration. Et finalement, toute cette partie expérientielle a été grandement profitable à l'ensemble de l'équipe. On voit que ça a permis de valoriser les actions de chacun. Il y avait un côté d'exemplarité. L'équipe arrivant était là aussi probablement stressée. Vous voyez que finalement, l'équipe qui avait accueilli son premier patient, ça s'était bien passé. Ils ont été mis en confiance. Il y a eu un esprit de cohésion de groupe. Il y avait même, ce qui était assez étonnant, vu que c'était probablement le début d'une période, il y a une impression de rire et le stress faisait place à des rires, alors peut-être des rires gênés. Il y a aussi le fait que la personne qui devient en charge de la surveillance du patient lors du transfert, on lui donne finalement un pouvoir et le gradient hiérarchique dont parlait Guillaume avec le TU, il est nivelé vers le bas. Donc, il y a une aide-soignante, une infirmière qui ne connaît pas en plus un médecin avec qui elle commence à travailler, va oser verbaliser des choses qu'elle n'oserait pas parce qu'elle est mise finalement en confiance. Et c'est ce que ce cas soulignait, une aide-soignante qui était très en retrait au début de sa vacation est devenue force de proposition parce qu'elle a été valorisée lors du tour de table avec présentation individuelle et tout le monde était ravi visiblement d'entendre qu'elle avait une expérience en réanimation passée il y a 2 ans et elle a ainsi contribué au partage de connaissances en termes de nursing et de soins. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est mobiliser les ressources qu'on a à disposition, les valoriser, mettre en confiance avec toujours l'idée d'avoir un objectif commun. Donc, qu'est-ce qu'on peut finalement garder de toute cette période? Alors, qu'est-ce que nous pouvons garder finalement de ce module et puis de cette épidémie de Covid?
Déjà, on peut s'inspirer, et ça, on essaye régulièrement, mais je pense que là, c'est encore plus nécessaire. On peut s'inspirer, nous aussi, des autres industries à risque. Les dimensions organisationnelles et humaines dans notre activité, afin de les fiabiliser, elles sont essentielles. L'autre chose importante, c'est planifier avant d'agir. On a eu la chance, alors moi, en tant qu'anesthésiste, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir l'histoire vécue par les Italiens, par l'Est de la France, et finalement d'avoir un petit peu de temps pour planifier, s'organiser a priori, réfléchir. Et ensuite, il faut bien entendu faire évoluer ces procédures parce que pour les rendre plus fiables, plus robustes. Et il est important aussi de communiquer quand on planifie à l'échelle institutionnelle. Il est aussi important de planifier à l'échelle de l'équipe pour que tout le monde ait un objectif commun, pour que chacun sache vers quelle direction il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire pour que la mission se passe dans de bonnes conditions. Et puis enfin, il faut développer, il semble essentiel de développer les compétences non techniques, le CRM, Crew Resource Management ou Crisis, Cockpit Resource Management, comme une fois Guillaume avait dit, voire Compagnie Resource Management, parce que le CRM, il est essentiel pour les acteurs de première ligne, que sont les soignants, mais pas que. Donc, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors, il y a eu pas mal de questions. Alors, essentiellement sur le replay. Nous allons maintenant passer à une séance de questions-réponses et on en a déjà sélectionné quelques-unes. Guillaume Alors, Fred, je vois ici une question de Clara. Comment planifier la prise en charge du risque sans que cela soit trop hypothétique et risquer de perdre les différents participants au briefing? Donc, si ça te va, je peux répondre à ça? Oui, vas-y. Donc, en ce qui concerne la manière dont ça se passe dans les cockpits, l'idée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas s'étaler sur tous les risques potentiels qui sont liés à l'action qu'on va entreprendre. Donc, pour la petite histoire, on fait un briefing avec tout l'équipage avant le vol. Ensuite, on fait un briefing entre les pilotes avant le décollage. On fera un autre briefing entre les pilotes avant l'atterrissage, avant la descente, l'approche et l'atterrissage. Et puis, à tout moment, en fait, pendant le vol, si on estime que c'est nécessaire, on fera soit un briefing entre pilotes, soit un briefing avec tout l'équipage, avec la chef de cabine qui relaiera le briefing au personnel de cabine. Et on évite comme le suggère cette question, on évite d'étaler trop de risques, pour avoir trop de plans B potentiels. Parce que l'idée, c'est, OK, voici ce qu'on doit faire, ça c'est le plan A, c'est bien clair dans la tête de tout le monde. Et si ce risque-là qu'on a identifié comme étant le plus grave, on va dire, et peut-être aussi le plus probable, se produit, ben voici le plan B. Si on commence à partager aussi un plan C, un plan D, un plan E, ça va être un cafouillis total. Tout le monde va un peu tout mélanger et on va probablement s'en sortir moins bien que si on n'avait pas fait de briefing du tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum en disant l'essentiel. Ok. Moi, j'avais une question, parce que c'est vrai qu'on entend souvent par les soignants, il y a parfois il y a beaucoup de pilotes qui viennent nous expliquer comment fonctionne notre activité, enfin comment on devrait travailler et sans connaître tout le temps leur activité. Et est-ce que je ne sais plus ce que je voulais dire en fait, mais est-ce que tu penses finalement que on peut vraiment tout comparer? Est-ce que c'est la même chose? Alors, on ne peut pas tout copier, ça c'est évident. Les premiers qui ont essayé de tout copier aux États-Unis, c'était en 1998, donc ça remonte, qui ont essayé de transposer intégralement ce qui se faisait dans les cockpits et dans les avions vers les soins de santé, se sont rendus compte qu'il y a une série de choses qui marchaient très bien, d'autres qui marchaient moins bien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut je retombe plus sur mon mot, on peut s'inspirer. Voilà, on peut s'inspirer de la grande majorité de ce qui a été mis en place parce que, et ça, je peux m'en rendre compte aujourd'hui depuis quelques années, intervenant dans d'autres domaines d'industrie à risque et également dans des industries qui ne sont pas à risque, c'est qu'en fait, les problèmes, ils sont les mêmes partout. L'être humain, il est constant. Les problématiques de fonctionnement, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la coopération, sont les mêmes, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse. On ne peut pas dire que le système éducatif soit particulièrement bien pensé pour nous apprendre à coopérer.
Et donc, on se retrouve un peu tous à devoir trouver nos marques. Alors, soit on a la chance de tomber sur un mentor qui est particulièrement doué là-dedans, ou alors on décide soi-même de s'y intéresser, soit ça doit passer idéalement par des formations. Et les formations, par exemple, que nous donnons, que Patient Safety, que Safety Academy donne, sont des formations qui sont co-construites par des pilotes et des soignants, des médecins, pour être certain qu'on n'aille pas essayer de transposer des outils qui ne sont juste pas utilisables dans le mauvais domaine d'activité. Ok. Alors, il y a certaines questions que je vois. Donc, en tant que médecin, avez-vous fait l'expérience d'un briefing dans le cadre d'une décision de passer en mode damage control? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre damage control, c'est-à-dire est-ce qu'il faut anticiper le fait d'avoir un afflux massif de patients et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit? Il est évident, enfin, on en avait parlé un petit peu, le mode de fonctionnement et le raisonnement, tous les raisonnements complexes, les processus, clairement, le meilleur moment pour y réfléchir, c'est probablement pas à chaud. Il faut essayer de penser, d'imaginer des situations et ensuite vivre, se nourrir du retour d'expérience pour finalement, parce qu'on imagine, les systèmes sont tellement complexes qu'on n'imaginera jamais tous les scénarios. Et donc, s'inspirer du retour d'expérience permet du coup de les adapter. Donc, tout ce qui peut être anticipé doit être anticipé. Et là, il y a pas mal d'outils. Alors, je ne sais pas si ça compte, si c'était comment on fait, abstention thérapeutique, non-abstention, poursuite des traitements, réanimation, non-réanimation. Tout ça, ça doit être réfléchi en amont pour que le stress soit le moins important possible et qu'on puisse finalement se raccrocher aux branches, je dirais, pour avoir une structure, un raisonnement structuré, parce que quand on est dans le stress, quand on est fatigué, quand on a faim, quand on est hors de notre zone de confort, réfléchir, c'est impossible. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Guillaume. Non, je suis entièrement d'accord. Je vais d'ailleurs rebondir sur deux questions. Que faut-il privilégier, briefing à chaud ou à froid? Uniquement avec les intéressés ou même avec le personnel non impliqué? À chaud ou à froid? Et je vais répondre en une fois, c'est-à-dire qu'à chaud, à froid ou avec le personnel impliqué ou d'autres personnes, c'est vous qui devez sentir ce qui est nécessaire de faire dans la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas de règle. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est le briefing et faire en sorte que tout le monde sache dans quelle direction on va, c'est utile. Si vous pensez qu'il y a du personnel extérieur à l'équipe qui doit bénéficier de certaines informations, impliquez-les. Si vous ne pensez pas que c'est utile, ne les impliquez pas. Et alors, à chaud, à tout moment, c'est ce qu'on fait dans les cockpits. À un moment donné, si on se dit, tiens, là, il y a une situation qu'on n'avait pas anticipée, on va se mettre d'accord sur ce qu'on ferait si jamais ça dégénérait. Et donc là, c'est à chaud. À froid, ce sera plutôt ce qu'on fait en préparation du vol, donc quelque chose qui est plus formalisé. Et puis, Fred parlait du stress. Et il y a une question qui posait la question. Attends, la question, c'était comment faire adhérer quand certains expriment du stress ou des réserves face au plan, en l'occurrence, stress lié au Covid. Alors, stress lié au Covid ou autre, ce qui est certain, c'est que, comme le disait Fred, on perd des facultés cognitives quand on est sujet à un stress, quel qu'il soit. Par contre, quelque chose qui nous permet de faire baisser légèrement le niveau de stress, c'est de pouvoir l'exprimer. Et là, on en arrive au point 5 du briefing. Souvenez-vous, c'était « Est-ce que je suis OK? Est-ce que tout le monde est OK ?» Et si quelqu'un, à un moment donné, à ce moment-là, peut s'exprimer en disant « Moi, je suis stressé parce qu'ici, c'est quand même quelque chose qui nous menace aussi. Hein, on va prendre en charge des patients, mais les patients sont quelque part une menace pour nous aussi. » Le fait de pouvoir le verbaliser et de pouvoir le partager avec l'équipe, ça va peut-être délier d'autres langues et ça va fédérer encore plus l'équipe autour de l'objectif commun. Mais ça va permettre aussi de récupérer quelques facultés cognitives en ayant extériorisé la chose plutôt que de le garder pour soi. Alors, je vais envoyer la question suivante à Fred. Est-ce qu'il y aurait une taille idéale d'équipe pour un briefing dans ton milieu, ton métier? On va prendre c'est difficile de répondre. Le briefing, il doit concerner tous les membres de l'équipe. C'est avant l'action. On l'a vu tout à l'heure sur la photo que tu nous montrais
d'une équipe. D'ailleurs, c'était amusant parce que j'ai remarqué en la regardant qu'il y avait une hôtesse qui levait la main, donc qui était visiblement encouragée à la parole. Il est important, par exemple, au bloc opératoire, quand on fait une checklist, c'est un briefing. La checklist du bloc opératoire, c'est un briefing. Et c'est un débriefing. Et puis, c'est plein de petites étapes qui sont essentielles. Le briefing, il doit concerner tous les membres de l'équipe, tous ceux qui vont participer, parce que s'il y en a un qui n'est pas là, il sera incapable de savoir quel rôle, quelle menace, à quels événements il va devoir faire face. Donc, le briefing, c'est parfois, nous, on a travaillé sur un outil pour fiabiliser la transmission en salle de réveil. Finalement, c'est une sorte de briefing qu'il y a entre le médecin anesthésiste, l'infirmière anesthésiste et l'infirmière de salle de réveil, où on lui dit finalement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les actions à mener, et elle nous répond plus sur qu'est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce qu'elle pense qu'on doit attendre d'elle, quelles sont les actions qu'elle doit réaliser, qu'est-ce qu'elle a compris de la situation. Donc voilà, après, c'est très difficile de répondre à une taille maximale. Une taille minimum, il faut être 2 déjà, ou on peut même imaginer un briefing tout seul, ce serait particulier, mais rien que d'évaluer le risque d'erreur et les menaces dans une activité, c'est un peu un briefing individuel, mais dès qu'on est 2 et puis au-delà, après, c'est vrai que des briefings à 30-40, moi je sais, je n'ai pas l'expertise là-dessus et je n'ai jamais vu. Non, je pense qu'il faut essayer d'impliquer tout le monde et donc il faut quand même limiter le nombre de personnes qui participent. Et tu parlais de briefing à une seule personne. Figure-toi que c'est fait dans le monde du nucléaire parce que les opérateurs et les agents de maintenance se retrouvent régulièrement à devoir travailler sur un équipement seul. Et donc, ils ont une procédure qui leur permet, qui les force quelque part à se faire leur propre briefing, comme tu le disais, identifier les risques par rapport à l'action qu'ils vont mener, qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais ça se passe mal, et surtout à quoi ils doivent s'attendre. C'est-à-dire que si l'action a été bien menée, quel est le résultat qu'ils attendent pour pouvoir valider le fait qu'ils ont bien réalisé l'action qu'ils étaient supposés mener. Ok. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de ce module. Déjà, nous espérons vraiment que ce module vous a plu. Vous aurez accès donc beaucoup de questions au replay d'ici quelques minutes ou heures. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas qu'un webinaire sur la communication donc, aura lieu le vendredi 24 avril, animé par Jérôme Cross et Guillaume Tircieux à nouveau. Le dernier module portant sur le débriefing, lui, il aura lieu le lundi 27 avril prochain. Il sera animé par Claude Vallot et François Jolin. Donc d'ici là, n'hésitez pas à partager sur la Patient Safety Database vos événements, vos histoires, parce que cette richesse collective, ce savoir collectif, il faut le valoriser et le partager avec d'autres. Ça évitera probablement des erreurs ou des incidents avec des dommages aux patients. Et puis surtout, nous, on pourra les utiliser pour enrichir avec des exemples qu'on utilisera les 2 prochains modules. Donc, merci à Guillaume. Je ne sais pas si tu peux présenter juste ton livre, Guillaume. Oui, donc pour ceux qui veulent creuser plus ces thématiques, à la fois celles qu'on a vues aujourd'hui brièvement, mais également celles qui seront vues dans les 2 prochains modules, je vous ai affiché la couverture de mon livre « Mieux réussir ensemble » là, à l'écran. Je ne peux que vous encourager à l'acheter, à le lire. Je peux vous dire que j'ai énormément de retours de personnel de soins de santé et qui sont tous excellents. Donc, apparemment, ça répond à un besoin. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Et puis, je vais repasser la parole à Fred pour le mot de la fin. Merci à Invivox pour l'accompagnement, leur réactivité. Et merci à vous tous pour votre présence. N'hésitez pas à partager les replays qu'on mettra donc, sur les chaînes YouTube, LinkedIn, Facebook et autres. Donc, nous partagerons les replays des 3 modules d'ici. Des 3 modules, de celui-là et puis les autres évidemment. Et puis on espère vous retrouver tous vendredi avec Jérôme Cross et Guillaume Tircieux. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.